à parler de réseau, sachez que c'est pas quelque chose de très très compliqué, hein. Angela, elle peut même témoigner. À moins que vous décidiez d'aller être des experts CCIE, sinon, le peu qu'il vous faut pour être administrateur, si vous avez déjà fait un BTS ou bien un site ingénieur ou vous avez fait un peu de cours sur le réseau, l'histoire des VPN, tout ça, bon, il n'y a pas de souci vraiment à se faire. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, nous allons voir ce que c'est que un réseau dans Azure. Donc, sur Azure, on nous parlera de Virtual Network ou en français réseau virtuel. On verra ce que c'est que les groupes de sécurité réseau ou Network Security Group. Et nous allons voir un peu de DNS dans Azure. Alors, le réseau virtuel dans Azure, c'est quoi? Je vais essayer d'être le plus simple possible pour que les gens... Parce que souvent, quand on parle du cloud d'Azure, les gens voient les choses en abstrait. Mais sachez, hein, comme je l'ai dit au départ, que le cloud n'est rien d'autre, hein, chez Microsoft n'est rien d'autre que euh, des data centers disséminés à travers le monde qui sont interconnectés entre eux par un réseau de fibre optique. Et à l'intérieur de ces data centers, on a exactement et réellement des équipements physiques, comme on a l'habitude de voir tout près de nous. C'est-à-dire, on a des racks, voilà, on a euh, des racks à l'intérieur desquels on peut avoir des baies de stockage, des serveurs, des équipements réseau de niveau 2, de niveau 3, ainsi de suite, des firewalls. Donc, ces équipements-là qu'on a l'habitude de voir, effectivement, ce sont ces mêmes équipements qu'on a dans les data centers. Mais ce qui fait de Azure ce qu'il est, c'est qu'on nous donne, sinon on nous offre euh, une couche applicative qui nous permet d'interagir avec ces équipements. C'est tout. Donc, ne pensez pas que derrière le portail que vous utilisez, c'est quelque chose de purement virtuel, voilà, auquel on ne peut pas avoir accès ou bien on ne sait pas réellement. Non, ce sont de vrais équipements qui sont là-bas. Donc, le réseau virtuel dans Azure est constitué de tous des éléments que je viens de citer. C'est un vrai réseau, mais c'est un réseau privé. Donc, ayez en tête que le réseau dans Azure, c'est un réseau privé. C'est pas parce que c'est du cloud que c'est public, non. Là-bas, l'adressage, c'est de l'adressage privé. Quand vous créez votre tenant euh, et que dans ce tenant-là, vous créez un réseau virtuel, l'adressage hein, que Microsoft vous propose, c'est de l'adressage avec une plage d'adresse privée. Voilà. Maintenant, si vous voulez que les équipements ou bien vos ressources que vous aurez dans votre infra là-bas soient accessibles hein, depuis l'Internet ou bien que ces équipements puissent aller sur Internet, vous pouvez leur ajouter des adresses IP publiques comme on le fait on-prem. C'est le même fonctionnement. Voilà. Donc, si vous avez déjà ça, euh, c'est bon, on peut continuer. Donc, un réseau virtuel, c'est la représentation logique de votre réseau, de votre propre réseau. Donc, de la manière où vous avez dans votre salle, machine au travail, des équipements qui vont sur, par exemple, un switch d'accès, suite de distribution, ou bien corps, tout c'est la même organisation. Ah, mais sauf que là-bas, on est dans le cloud, c'est tout. Donc, c'est une représentation logique de votre réseau. Et c'est ce qui permet que ce réseau qui est dans le cloud, là, vous pouvez l'interconnecter avec votre réseau hein, au bureau, qui est un réseau on-prem. Parce que c'est deux réseaux privés. Voilà. Donc, on peut interconnecter deux réseaux privés et on a plusieurs solutions d'interconnexion qu'on verra. Donc, une représentation logique de votre réseau. Et quand vous créez votre réseau virtuel sur Azure,
Ce réseau-là est dédié uniquement à votre infra. Voilà. Et je l'ai dit la dernière fois, c'est pas parce que moi j'utilise la plage d'adresse 10.10.0.0/16 que si M. Daouda utilise la même plage d'adresse dans lui, son tenant, il va avoir conflit. Non, parce que j'ai présenté euh, Azure comme étant une grosse base de données et que chaque souscription ou bien chaque tenant que vous créez devient comme une instance. Et j'ai comparé cela à une base de données SQL. Donc, il y a une parfaite isolation qui fait que même si vous utilisez les mêmes noms dans vos instances ou bien dans vos tenants, ça ne pose pas de problème. Il n'y aura jamais de conflit. Voilà. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, on a la possibilité d'étendre notre réseau qui est sur Azure vers notre réseau qui est on-prem et vice-versa. Donc, l'image qui est là nous montre qu'on a un réseau virtuel sur Azure, qu'on a la possibilité d'interconnecter avec un autre réseau virtuel qui est sur Azure, parce que ce sont deux réseaux privés, des LAN si vous voulez, ou bien l'interconnecter à un autre réseau privé, mais cette fois-ci on-prem. Voilà. Donc, tous ces schémas-là sont possibles, tout simplement parce que le réseau qui est sur Azure est un réseau privé. Donc, c'est aussi simple, hein, la création d'un réseau virtuel. On lui donne un nom. Et le premier élément, lors de la création, c'est d'indiquer l'abonnement. C'est-à-dire que quel est le compte sur lequel Azure va vous prélever le service que vous êtes en train de solliciter. Et ça, c'est pour toutes les créations, hein, ce n'est pas forcément pour le réseau, mais toutes les ressources qu'on va vouloir créer, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut toujours indiquer le compte, l'abonnement sur lequel on va vous prélever le service que vous allez utiliser. Ensuite, on lui donne un nom et on indique également un groupe de ressources. Donc, je l'ai dit aussi la dernière fois, toute ressource qu'on crée doit appartenir à un groupe de ressources. Voilà. Donc, on peut définir le groupe de ressources soit par service, par application, ou bien par type de ressources, ça dépend. Hein. Ça, c'est une affaire de l'IT ou bien de la DSI qui va choisir comment on regroupe les ressources. Et il faut préciser aussi la région dans laquelle vos ressources ou bien votre réseau que vous êtes en train de créer sera logé. Alors, Mhm. en termes de bonnes pratiques, Microsoft conseille, autant que cela est possible, d'avoir toutes les ressources dans la même région. Mhm. Voilà. En tout cas, si vraiment il n'y a pas de dérogation, quelque chose de très compliqué en termes de législation, ou bien, en tout cas, arrangez-vous pour avoir toutes vos ressources dans la même région. Parce que beaucoup de services que Azure offre sont des services régionaux, c'est-à-dire des services qui se limitent à une région. Donc, quand vous dispatchez ou bien vous dispersez vos ressources dans plusieurs régions, ça va vous coûter cher parce que si ces ressources doivent communiquer, ça va faire appel à d'autres services que vous allez devoir mettre en place pour permettre à ces ressources dans plusieurs régions de pouvoir communiquer. Donc, il est mieux de rassembler toute notre infra à l'intérieur d'une même région, autant que cela est possible. Voilà. Et donc, quand vous créez votre réseau virtuel par défaut, Azure va vous provisionner un subnet par défaut. Ça ressemble un peu au VLAN par défaut sur les switches. Donc, mais ce subnet-là, vous pouvez le renommer. Hein, vous pouvez le renommer, lui donner le nom que vous voulez. Ici, par exemple, ils l'ont renommé, ils ont mis subnet 0. Sinon, par défaut, vous allez voir default subnet, euh, on peut renommer. Mais vous devez savoir également qu'on a trois types de subnets. Donc, on a
les subnets qui permettent de connecter nos ressources ou bien nos équipements qu'on va créer, ou bien on a le subnet qu'on appelle Azure Bastion Subnet et on a la Gateway Subnet. Donc, les trois premiers, les 0, 1 et 2 là, ce sont les subnets standards qui permettent de connecter ou bien voilà, nos ressources qu'on crée. Et il n'y a pas de problème là-dessus, on comprend. Mais les deux derniers, je vous explique. Le Bastion Subnet, c'est un subnet particulier. Voilà. Il en existe un par réseau virtuel. Donc, si on pose la question à l'examen, n'allez pas. Donc, on a un seul bastion à travers un réseau virtuel. Et quel est le rôle du bastion? Le bastion, son fonctionnement ressemble un peu à une configuration ce qu'on peut faire sur le firewall, hein, pour imposer, voilà, pour obliger les administrateurs à passer par ce subnet avant de pouvoir se connecter à des serveurs qui veulent manager ou bien administrer. Voilà. Donc, c'est un subnet qui permet de pouvoir, si vous voulez, centraliser, hein, toutes les connexions d'administration, hein, vers nos serveurs. Donc, quand il parle de connexion d'administration, c'est par exemple les RDP, les SSH, tout ça. Donc, on peut imposer que si on fait une connexion, on lance une connexion RDP ou bien SSH vers un serveur, si la source n'est pas une adresse IP du bastion, cette connexion ne doit pas passer. Voilà. Donc, du point de vue administration, ça permet de sécuriser en quelque sorte et de savoir d'où est-ce que toutes les demandes de connexion d'administration quittent. Voilà. Parce qu'on ne peut pas permettre que chacun, depuis son PC, everywhere, puisse lancer une connexion d'administration sur un serveur. Voilà. S'il y a un problème, ou bien s'il y a un incident, ça sera compliqué. Donc, on préfère que tout le monde passe par le bastion. Alors, M. Daouda, c'est un peu l'image de ce que les gens essayaient d'implémenter en parlant de serveur rebond. C'est un peu ça. Voilà. Ah, ok, ok, C'est je un comprends peu mieux ça. maintenant. Donc, tu vois que le rebond se trouve sur un segment du réseau, un segment particulier du réseau. Donc, quand tu veux faire du RDP, normalement, si tu lances depuis ton PC, ça ne doit pas marcher. Tu dois passer d'abord par le rebond, hein, ce que certains appellent jump server. Tu passes par le rebond avant de pouvoir atteindre, hein, tes serveurs d'application. C'est bon? Mhm. Donc, si tu veux, ce modèle a été perfectionné un peu dans Azure en parlant de Bastion. Mais ça se fait aussi, comme je le disais, à travers une configuration sur le firewall. Mhm. Voilà, tu peux créer, hein, genre une DMZ et puis imposer que toutes les demandes de connexion qui utilisent tel protocole-là passent par le bastion. Ou bien doivent avoir, par exemple, pour source une IP du bastion ou bien de ta DMZ que tu as créée. Bien sûr. Voilà. Ensuite, on a la Gateway Subnet. Alors, la Gateway Subnet aussi, il en existe un par réseau virtuel. Lui, il va jouer, enfin, il va être utilisé pour faire du routage. Donc, quand vous voyez la Gateway Subnet dans un réseau, c'est qu'il y a un équipement, euh, par exemple une VPN Gateway, voilà, qui va se baser sur la Gateway Subnet pour pouvoir faire du routage. Donc, lui, son D'accord. rôle, c'est ça. On l'utilise pour faire du routage. Alors, si on peut créer des réseaux, c'est que forcément, on peut adresser nos équipements. Donc, comme on le sait, on a l'adressage public et l'adressage privé. Donc, l'adressage privé va être utilisé dans le cadre de notre réseau virtuel et l'adresse IP publique, bien sûr, pour permettre à nos ressources de sortir ou bien d'être contactées depuis euh, le monde extérieur. Voilà. Donc,
Ce que vous devez savoir, c'est que sur une carte réseau, hein, si tu crées par exemple une VM, sur la carte réseau de la VM, tu peux ajouter et une adresse IP privée et aussi une adresse IP publique en même temps. Mhm. Voilà. Est-ce que c'est nouveau pour quelqu'un? Normalement, non, hein. Bon, sinon, normalement, sur nos PC, on a l'habitude de faire ça, hein. On peut Mhm. faire ça. C'est-à-dire que la même carte réseau peut porter plusieurs adresses IP. Oui, On peut oui. faire ça. Je n'ai pas dit plusieurs cartes réseau, hein. J'ai dit la même Non, carte réseau même porte. Voilà. Il y a des gens qui ne savent pas ça, c'est pourquoi je dis ça. Donc, Bon, moi j'ai entendu parler, mais j'ai jamais vu faire. OK, donc Mhm. tu vas voir ça dans Azure tout de suite. Donc, D'accord, ça marche. donc, ce que vous devez savoir aussi, c'est que sur Azure, les adresses IP publiques, surtout les IP publiques, sont considérées comme des ressources. C'est bizarre, Wow. hein? Oui, oui, oui. Mhm. Sont comme des ressources parce qu'on les crée. On peut créer une IP publique sur Azure. On lui donne un nom. On peut définir ses caractéristiques. Ça change, non? Alors que Ouais, ça change. quand vous partez chez MTN, vous dites que vous voulez une IP publique, là, est-ce que MTN vous permet de faire tout ça? Non. Non, non. Voilà. Donc ici, vous-même, vous pouvez lui donner un nom. Vous pouvez choisir qu'elle soit en IPv4 ou en IPv6. Vous pouvez définir sa référence SKU, hein, ça peut être de base ou standard. Vous définissez le modèle de réplication. Est-ce que vous voulez que cette IP publique-là soit utilisable seulement à l'intérieur de votre région ou bien soit utilisable aussi à l'intérieur, enfin, à travers tout Azure, ainsi de suite. Mhm. Voilà. Or, vous pouvez définir également que cette IP soit statique ou dynamique. Alors, Mhm. statique, ça veut dire que Azure va fixer l'IP, donc le Mhm. prix sera plus élevé, hein, Mhm. comparé, oui, 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 comparé à quand c'est dynamique. C'est ça, c'est normal. Voilà. Maintenant, vous pouvez décider également que cette IP publique, hein, est pour référence de routage, le réseau de Microsoft ou bien pour Internet, hein. Vous pouvez définir également le délai d'inactivité en minutes. Bon, plein de paramètres que vous pouvez configurer votre adresse IP publique. Et Mhm. avant de continuer, une parenthèse sur l'adresse IP privée. Sachez que quand vous créez un subnet, Azure, je reviens, Azure prend par défaut 3 IP. Il y a des cas où ça va jusqu'à 5 IP. Donc, quand vous créez par un subnet, regardez le premier. On a Mhm. combien d'adresses IP disponibles? 250. Mhm. Normalement, ça doit être combien, Ange? 254, si on enlève l'adresse réseau puis l'adresse de diffusion. Ça doit être 254, non? Mhm. Donc, vous voyez que, 254, si on enlève les autres. Mhm. voilà. Donc, adresse IP, l'adresse réseau, l'adresse de diffusion, donc il doit rester 254. Mais là, on est à Oui, 200 combien? 50. il y a 4 qui manquent. Mhm. Hmm. Donc, ça veut dire qu'en plus de l'adresse réseau et puis l'adresse de diffusion, Azure va utiliser au moins 3 ou 4, 5, ça dépend, adresse IP pour pouvoir faire d'autres fonctionnements en background qu'on ne voit pas. Donc, ayez ça à l'esprit. Et ce qui fait que quand on crée les subnets, vous voyez que la première adresse IP, si c'est 251 et que, je prends le premier, si c'est 250, c'est-à-dire que Azure a déjà pris, 4. euh, oui, 4. Donc, la première adresse IP utilisable doit être combien? 10. Mhm. 10, Oui, 0, 0. 0, 0. Combien? 1. Non, La c'est pas première, 1. c'est. C'est pas 1. Ah, s'ils ont pris les 4, c'est que Utilisable, ça commence par 5. voilà, 5. Donc, ça veut dire que quand vous créez une ressource dans ce subnet, ou bien que vous voulez que la ressource soit connectée à travers ce subnet, automatiquement dans le fonctionnement de Azure,
Azure va lui donner la toute première adresse, sinon la prochaine adresse IP libre. C'est ça. C'est comme ça que Azure fonctionne. Pour la C'est-à-dire que, première adresse. oui, donc, c'est un exemple. Hein. C'est-à-dire que si vous créez, au fur et à mesure que vous créez, Azure va leur attribuer des adresses IP au fur et à mesure. Ce n'est pas vous-même qui attribuez les adresses IP. Ah, d'accord. Voilà. Même si vous avez la possibilité après de venir modifier. Mais comme on ne peut pas créer une ressource comme les VM sans réseau, donc dès que vous choisissez le subnet, Azure même lui affecte la prochaine adresse IP utilisable. Mhm. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Voilà. Donc, dans quel cadre est-ce qu'on peut être amené à utiliser l'adresse IP publique? Dans le cas d'une machine virtuelle, comme je donnais l'exemple tout à l'heure, donc sur la carte réseau, on peut avoir une adresse IP publique, qu'elle soit dynamique ou statique. Dans le cas d'un load balanceur, configuration frontale, c'est-à-dire que c'est un load balanceur qui a une patte à l'extérieur qui accueille les demandes de connexion depuis Internet. Donc, sur ce front-là, hein, sur cette patte externe-là, on aura besoin de configurer une IP publique. Dans le cadre, par exemple, d'une passerelle VPN, donc ici aussi, notez que quand vous entendez parler de passerelle VPN, on parle du routeur. Mhm. D'accord. Donc, la passerelle VPN qui représente ici le routeur doit forcément avoir une patte externe. C'est Oui, obligatoire. oui. Voilà, puis on ne met Mhm. pas le routeur dans un réseau, voilà, un réseau privé. On a aussi l'application gateway. L'application gateway a un fonctionnement qui ressemble un peu au load balancer, mais lui, il va gérer côté applicatif. Voilà. Donc, lui aussi, il aura besoin d'une IP publique au cas où les demandes de connexion aux applications viennent depuis Internet. Mhm. Donc, voilà un peu quelques exemples de cas ou bien de situations où on peut être amené à utiliser une adresse IP publique. Maintenant, pour l'adresse IP privée, bon, là, on sait, c'est à l'intérieur d'un réseau privé. Donc, Mhm. toutes les configurations qui ne nécessitent pas une sortie vers Internet ou bien qui ne nécessitent pas qu'on ait que le monde Internet, bien le monde public ait accès, hein, aux Mhm. ressources en interne, on parle de l'adressage privé. Donc ici, une machine virtuelle qui ne sort pas, on met juste l'adresse IP privée. Voilà. Un load balancer qui n'a pas de contact avec le monde extérieur, même que ce soit en frontal, ça sera de l'adresse IP, l'adressage plutôt privé. Une Mhm. application gateway qui n'a pas de contact avec le monde extérieur, même en frontal, c'est aussi de l'adressage IP privé. C'est bon? Oui, oui. Voilà. Il y a une Est-ce que... question. Vas-y. Si on n'applique pas, si l'adresse IP n'est pas statique, Mhm. ça veut dire qu'il y a, il y a un dynamique DNS qui pourra gérer si on veut avoir accès, puisque quand c'est dynamique, Mhm. les adresses changent à chaque redémarrage de l'équipement. Mhm. Donc, si j'ai, par exemple, fait une redirection d'une application ou bien d'un serveur que je veux avoir accès depuis Internet, ça Mhm. veut dire que derrière, il y a un DNS qui est... Oui. Ah, Donc, d'accord. ça veut dire que la connexion à cette application ne doit plus être basée sur l'IP, mais plutôt sur le... Il n'est plus basé sur le nom. D'accord. Voilà. Ok, Sinon, super. sinon tu es foutu. Ça peut aller? Ok, c'est bien. OK. Oui, oui. Donc, toujours dans le réseau, on a ce qu'on appelle les Network Security Group, ou bien les groupes de sécurité réseau, qui nous permettent d'implémenter des mesures de sécurité. Voilà. Donc, ils vont nous permettre de définir des règles qu'on va appliquer. Ça ressemble un peu aux règles de firewall. Pour ceux qui ont D'accord. déjà vu un fonctionnement de firewall, ou bien anciennement, ça ressemble un peu aux règles
des ACL. Voilà, où tu fais hello, hello, et puis à la fin, tu mets deny all. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc, ils vont nous permettre de limiter le trafic réseau. Hein. Donc, par exemple, on ne veut pas que tel port, tel protocole soit autorisé sur tel équipement ou bien sur tel service, on peut bloquer. D'accord. Si on veut autoriser aussi, on autorise, ainsi de suite. Voilà. Donc, les Network Security Group sont applicables à deux niveaux. On peut les appliquer au niveau de la carte réseau et puis les appliquer au niveau du subnet. Et ils ont un fonctionnement avec héritage, sinon avec effet cumulatif aussi. Bon, je reprends ce que je viens de dire, c'est trop. Donc, les Network Security Group sont applicables au niveau de la carte réseau et au niveau du subnet. Donc, ça veut dire que si j'applique un Network Security Group au niveau de la carte réseau et que j'applique un autre au niveau du subnet, par l'effet d'héritage, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est au niveau du subnet va s'ajouter à ce qui est au niveau de la carte réseau. Vous comprenez ça? Bon. Je vous montre cette image-là. Le NSG2 est au niveau du sous-réseau, sinon du subnet, et le NSG1 est au niveau de la carte réseau. Donc, quand j'applique les deux, qu'est-ce qui va se passer? Les règles vont s'additionner, bien vont cumuler, voilà, pour être appliquées sur la carte réseau. D'accord. C'est bon? Oui, oui. OK. Si on a compris ça, c'est bon. Donc, on peut les associer plusieurs fois. Bon, ça, c'est donc quatre réseaux. Et puis, donc, ça veut dire que tu peux avoir plusieurs. Ici, par exemple, on a appliqué un NSG sur la carte réseau et puis un sur le subnet. Mais on peut appliquer plusieurs. Ça veut dire que je peux avoir 10 NSG avec des configurations différentes que j'applique à la même carte réseau. D'accord. Ça aussi, c'est possible. Maintenant, quand tu as fait ça comme ça, il faut pouvoir t'en sortir après. Hein. Donc, il ne faut pas faire parce que c'est possible. Mais il faut faire parce que toi-même, tu peux. Donc, voilà un peu comment ça se présente, les NSG. Donc, en haut, on a les règles de trafic entrant et en bas, on a les règles de trafic sortant. Donc, par défaut, on a trois règles de trafic entrant et trois règles de trafic sortant. Donc, les trois règles, les 65 000, 65 001 et puis 65 500. Donc, ça existe en entrant comme en sortant. Ça, c'est par défaut. Maintenant, comme cette règle-là n'autorise pas certaines choses, si tu veux autoriser, ici, par exemple, en haut, on a autorisé le RDP. Donc, le RDP en inbound. Donc, on autorise que, par exemple, sur cette machine-là, les demandes de connexion en RDP qui arrivent soient autorisées. Ça, c'est un entrant. Donc, ça, c'est un exemple de règle qu'on a ajoutée à notre NSG. C'est bon? Donc, lorsqu'on est en train de créer une règle, il faut faire beaucoup attention. Parce que les règles vont s'exécuter par ordre de priorité. Et ici, la priorité, c'est celle qui a le nombre ou bien le chiffre le plus petit. Donc, si on déplace, par exemple, la règle qui a la priorité 100 et qu'on modifie, on met par exemple 66 000, elle va passer derrière le deny all. Donc, on n'aura plus le même effet. Est-ce que vous me suivez? Très bien noté. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup attention à la priorité parce que l'exécution, c'est dans l'ordre de priorité de la plus petite, enfin du plus petit nombre au plus grand nombre. C'est bon? OK. Donc, comme je l'ai dit, les règles vont s'appliquer à plusieurs niveaux, mais on peut avoir plusieurs règles qui s'appliquent. Donc, on doit pouvoir savoir qu'est-ce qui est appliqué ou bien qu'est-ce qui, comment je peux dire ça? Qu'est-ce qui donne un effet effectivement, hein, sur notre ressource?
Par exemple, j'ai appliqué le 1 et le 2. Le 1 a son contenu, le 2 a son contenu. Mais sachez aussi qu'il peut y avoir des conflits. Oui. Voilà. Parce que lui qui a défini le 1, là, il a mis plein de paramètres et il peut y avoir peut-être un ou deux paramètres qui rentrent en conflit avec le NSG2. Dans ce cas, pour savoir effectivement quelles sont les règles qui s'appliquent, bon, il y a un endroit où on peut aller regarder. Ça, c'est un. De deux, il y a un principe aussi de sécurité que vous devez savoir. Donc, si par exemple, tout à l'heure, on a vu pour le RDP, le RDP est ELO, c'est ça, non? Au Oui. niveau du NSG. Donc, je prends l'exemple de ce qui est devant nous. Si le même RDP est ELO au niveau du 1 et c'est deny au niveau du 2, qu'est-ce qui va s'appliquer effectivement sur la carte réseau? Oui. Donc, je vous écoute. Qui se jette? Ah, c'était une question. Oui, c'est Pardon pour la hello, réponse. c'est hello au niveau du 1 et c'est deny, le même paramètre, RDP, comme on l'a vu, est hello au niveau du 1 et c'est deny au niveau du 2. Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de la carte réseau? Est-ce que c'est hello ou bien c'est deny? Bon, moi, je de regarder l'écran que tu as mis. Hein. Ça dit une règle est autorisée. C'est Si, autorisé alors, sur le 1 et si elle c'est existe aux deux niveaux, c'est là le trafic est admis. Alors, oui, allô, oui, Je dis vas-y. c'est je, écrit. je pense que ça sera la première règle, hein, le hello, qui sera Et appliqué sur tout. pourquoi? Parce qu'il est devant, parce que c'est la première règle. Bon, c'est pas juste. Ange, toi, tu disais, Ok. Non, je disais que j'ai déjà vu la réponse sur l'écran, quoi. la réponse dit quoi? On dit une règle est autorisée si Mhm, elle existe aux deux niveaux pour que mhm, le trafic soit admis. mhm. Alors que ici, C'est sur un seul niveau. donc, On doit répliquer sur le second niveau pour que le trafic soit admis. on t'a pas demandé de répliquer. J'ai demandé qu'est-ce qui se passe au niveau de la carte réseau. Sur la carte réseau, normalement, pardon, hein, le premier niveau, c'est la carte réseau. On a bloqué, c'est ça? Mhm. Et puis le second, Autorisé sur le sable c'est neuf. autorisé sur le subnet. Mais si c'est bloqué, normalement, ça ne doit pas pouvoir passer. Parce que c'est la carte réseau d'abord qui, qui Mais supporte. la réponse se trouvait dans ce que tu as dit. Non, il faut dire, reformuler correctement, c'est tout. Là, tu es en Oui, train de partir ailleurs. Hein. il s'agit de dire que la règle ne sera pas admise. Pourquoi? Parce que ce qui est dit, il faut que les deux, faut que la règle existe sur les deux. Il doit y avoir Voilà. un problème voilà, je pense, hein, de compréhension. L'autre vient, il dit c'est bloqué, l'autre ne sait même pas que la règle existe. Non. Dans le, Les, dans le les... Firefox, ça fait... Mhm. Faut le Bon, dire exactement. En fait, on je dit sais. pour qu'une règle soit autorisée, il faut que ce soit autorisé au niveau des deux niveaux. Oui, oui. Voilà. Alors que nous, dans notre cas, c'est autorisé à un niveau et c'est bloqué à l'autre niveau. Donc, ça ne va pas passer. Non, ça ne va pas passer. Je suis d'accord Voilà. avec ça. Ah, Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Parce que le principe de sécurité dit, lorsque sinon un même principe s'applique avec des valeurs différentes ou bien des mhm, valeurs opposées, c'est la valeur la plus restrictive qui l'emporte. c'est ça. Ah, d'accord. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà entendu ça quelque part. Quand vous montez Oui, dans un bus, c'est écrit sur les vitres là, en cas de conflit entre les passagers, fermez, ouvrez, la priorité est donnée à celui qui demande qu'on ferme. oui, oui. Restrictive, la plus restrictive. C'est ça. Voilà. Donc, Daouda, lorsque un même principe avec des valeurs opposées s'applique,
c'est la valeur la plus restrictive qui l'emporte. C'est ce qui a été traduit là en disant Ok. qu'il faut que ce soit autorisé aux deux niveaux pour que ce soit autorisé. C'est bon? C'est ça. Ok. Voilà. Ouais, bien noté. Donc, oui, vous pouvez rencontrer ça à l'examen. Voilà, on peut vous donner un équipement ou bien une interface avec plusieurs NRG. Et puis, on vous dit non, de sortir, quelle est la règle, ou bien quelles sont les règles qui s'appliquent effectivement sur l'interface. Donc, en vous basant sur ce que je viens de dire là, c'est autorisé lorsque c'est autorisé sur tout. C'est ça. Même s'il y a 10 règles et qu'il y a un seul qui refuse, c'est fini. Ça passe plus. D'accord. C'est comme ça que c'est. Maintenant, on a la possibilité d'aller voir quelque part les règles effectives. Donc là, tu peux aller directement sur, si c'est une VM, sur la VM, voilà, tu vas voir règles effectives, tu vas voir les règles qui s'appliquent effectivement sur cette VM-là. Mhm. C'est bon? Donc ici, D'accord. comment on crée une règle? C'est ce que j'ai expliqué. Donc, il faut définir la source. Hein? D'accord. Voilà. La source, c'est que quelle est la source qui est autorisée, vers quelle destination, avec quel service ou un protocole, et puis quelle est la priorité? La priorité, c'est le nombre qu'on met. Ça définit l'ordre d'exécution de notre règle, hein, dans le NSG. C'est bon? D'accord. Voilà. Donc, comme vous le faites sur les firewalls, là, ENI, bon, Mhm. les règles en ENI, donc on met étoile, étoile, source, étoile, Mhm. destination, étoile, et puis on précise, on peut préciser le service, tout ça, Bon, ça. et Mhm. indiquer le protocole, l'action, si c'est autorisé ou bien refusé, priorité, ainsi de suite. Donc, tu vois que c'est pas trop différent de ce que vous faites sur les 40. C'est ça. Ah. Les sophos, tout ça. Mhm. Il y a encore des stones. Non, il dit les sophos, Ah, pas les voilà, stones. Sophos, voilà. Mhm. Donc, les Application Security Group. Donc, j'ai dit que ça ressemble un peu. Donc, c'est à peu près le même fonctionnement que les NSG, mais Mhm. sauf que lui, c'est niveau vraiment applicatif. D'accord. Donc, eux, ils vont regrouper logiquement des machines virtuelles, c'est-à-dire des applications web, tout ça. Mhm. Et puis, on définit, hein, des règles qui vont contrôler, hein, les flux, sinon le trafic. Voilà. Donc, par exemple, on dit, si la demande de connexion vient d'Internet vers les, le serveur ou bien les serveurs web, la demande de connexion doit utiliser pour port 80 ou bien 443. Mhm. Donc, quand la source est Internet et que la destination serveur les serveurs web avec le port 80 ou bien 443, c'est autorisé. Est-ce que vous me suivez? D'accord. Maintenant, si la source, c'est les serveurs web Mhm. et la destination, le serveur SQL, le port doit être 1433. C'est ça qui est autour. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si parmi vos utilisateurs à travers le monde, il y a un qui se croit malin, Mhm. oui, je précise bien qu'il se croit malin, et qu'il met, par exemple, comme il sait que le serveur, il connaît déjà le serveur web, Mhm. il met l'URL du serveur web et puis il met 2 points. Et puis il met un numéro de port. Vous avez déjà une fois vu ce genre de connexion? Pardon? Tu mets l'URL et puis à la fin, tu mets 2 points, tu indiques le numéro du port. Mhm. Voilà. Donc, il faut qu'il sache que c'est le 1443 qui est autorisé pour accéder au serveur SQL. C'est ça. Maintenant, ici aussi, je vais vous interpeller parce que les Pardon, c'est ça. administrateurs ont un comportement, c'est que ils aiment utiliser tout ce qui est par défaut Par proposé par défaut. Microsoft. Mhm. Donc, si tu utilises par défaut, un hacker sait que entre un serveur d'application, pardon, entre un serveur web et puis un serveur SQL ou bien un serveur d'application, un serveur SQL, le port en général par défaut qui est utilisé, c'est le 1433. Alors, et puis lui, il attaque. Donc,
C'est pour vous dire que lors de vos configurations, vous pouvez modifier ça. D'accord. Mhm. Ce qui est recommandé, best practice. C'est bon? Oui, oui. Voilà. Donc, toute demande de connexion qui ne respectera pas ce qui est écrit là ne sera pas autorisée. C'est ce que ça veut dire. De la même D'accord. manière, on a dans le NSG, dans la source, destination, et l'eau, c'est la même chose. Donc, il faut que la demande de connexion respecte ça pour que ça puisse fonctionner. D'accord. Ça veut dire aussi que un utilisateur, depuis sa machine, ne peut pas avoir accès directement au, comment on appelle ça, au serveur SQL. Oui. Parce que Le pour plus simple. atterrir sur le serveur SQL, la Mhm. source doit être quoi? Le serveur web. Ouais. Seulement Et sur le serveur web. serveur sur le serveur web. Et puis, on doit indiquer le numéro de port 1433. C'est ça. Voilà. Si la source est Internet, automatiquement, ça ne va pas arriver là-bas. C'est ça. Mhm. Maintenant, hébergez votre domaine sur Azure DNS. Alors, Azure DNS, c'est quoi? Lorsque vous créez votre tenant, sinon quand Azure vous demandez à avoir un contrat de souscription avec Azure et que votre tenant est créé, par défaut, Microsoft met à votre disposition 4 DNS. D'accord. Donc, vous allez voir NS1, NS2, NS3, NS4. Ça, c'est Azure qui vous donne pour pouvoir faire vos opérations de configuration de DNS. En plus de cela, vous allez remarquer que votre tenant, hein, le nom de votre tenant aura pour nom, par exemple, si c'est Ascense, on aura ascense.onmicrosoft.com parce que le domaine par défaut que Microsoft utilise pour les tenants, c'est onmicrosoft.com. Mhm. Donc, n'importe quelle entreprise dans le monde, que ce soit Coca-Cola, je ne sais pas moi quoi, qui demande une souscription, lorsqu'on crée son tenant au début, si c'est Coca-Cola, tu auras coca-cola.onmicrosoft.com. Si c'est Bolloré, tu auras bolloré.onmicrosoft.com. Si c'est MSC, tu auras msc.onmicrosoft.com. Est-ce que c'est bon? D'accord, c'est bon. Maintenant, comme onmicrosoft.com plutôt n'est pas votre domaine d'activité en tant qu'entreprise, qu'est-ce Mhm. il va être fait? Vous pouvez demander maintenant de personnaliser hein, par exemple, ascense.onmicrosoft.com pour que ça devienne par exemple ascense.com. D'accord. Donc, dans ce cas, vous allez ajouter maintenant votre domaine normal dans Azure. Donc, bon, euh, dans certains endroits, on peut parler de customisation, Mhm. mais on ajoute en fait. Donc, tu ajoutes ton domaine et lors de l'ajout, Azure va te demander de fournir un certain nombre d'éléments pour qu'il puisse vérifier que vous êtes vraiment le détenteur, le propriétaire plutôt de ce domaine-là que vous voulez ajouter. Mhm. Donc, en D'accord. général, il va vous demander d'aller sur votre DNS, chez votre hébergeur, là, pour créer hein, un enregistrement, soit TXT, un enregistrement MX, voilà, Mhm. ainsi de suite, avec des valeurs que Azure même va te fournir. Donc, une fois que tu as fini de créer là-bas, chez ton hébergeur, Azure pourra aller checker, vérifier et authentifier avant d'ajouter ton domaine dans Azure. C'est bon? C'est bon. Voilà. Et une fois que c'est fait, tout ce que tu vas faire, tu pourras maintenant utiliser ton propre domaine, comme agence.com ou bien fictech.ci, plutôt que d'utiliser onmicrosoft.com. C'est bon? C'est bon. OK. Donc, en termes DNS, les 4 DNS que Azure te donne, comme je l'ai dit, vous permettent de faire vos configurations. Donc, vous devez avoir une zone
DNS, hein, où vous allez mettre vos enregistrements pour tous vos équipements connectés, voilà, pour pouvoir faire les résolutions. Parce que rappelez-vous de ce que j'ai dit. Azure, c'est un réseau privé. Ce n'est pas Internet, ce n'est pas un réseau public. On peut dire que c'est un cloud public, oui. Mais le réseau qui est là-bas, là, c'est un réseau privé. Oui. Oui. Donc, étant donné que c'est un réseau privé, le DNS aussi qui est dedans, c'est un DNS privé. Ce n'est pas un DNS public. Donc, pour que tes équipements, tes machines, tout ça puissent communiquer, il faut qu'il y ait des résolutions de noms, ainsi de suite, qu'on a actuellement dans nos réseaux. Donc, tu dois avoir une zone d'enregistrement où tu vas créer des enregistrements, tes ressources. C'est bon? Voilà, c'est comme ça. Donc, les 4 DNS dont je vous parlais, regardez sur l'image à votre droite. On a NS1, NS2, NS3, NS4. Alors, sachez que quand vous entendez parler de NS, le NS désigne Name Server, avec un serveur de nom, un serveur DNS. Donc, tous les serveurs DNS sont appelés des serveurs de nom, ou bien en anglais Name Server. Donc, ce sont eux qui vont jouer le rôle de résolution de nom. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, ces 4-là, par défaut, Azure vous donne. Je ne dirais pas gratuit, puisque rien n'est gratuit. C'est parce que vous avez payé quelque part que c'est là. Ça. Pardon. Donc, une fois que vous avez votre zone, vous pouvez créer maintenant les, comment on appelle ça, les ressources, pardon, les enregistrements. Et les enregistrements, on en a de plusieurs types. Voilà. Donc, dans votre zone que vous créez, Azure vous permet d'ajouter jusqu'à 20 enregistrements. Voilà, 20 seulement. Maintenant, les types d'enregistrement. Bon, est-ce que je peux vous donner ça ici? Je ne pense pas, mais peut-être je vais vous envoyer un document où on a les types d'enregistrement. Donc, ce que vous avez l'habitude de voir, c'est l'enregistrement de type A. Le A que vous voyez là. Type A. Il permet d'indiquer une machine, un nom, plutôt le hostname avec son adresse IP. C'est bon? Maintenant, en plus de l'adresse IP doit être en IPv4. Maintenant, on a les enregistrements de type A, c'est-à-dire que 4 fois A. C'est la même chose, mais sauf que l'adresse IP doit être en IPv6. On a des enregistrements CNAME, TXT, MX, NS, SOA. Bon, tout ça, je vais vous envoyer un document où tout ça est défini dedans. D'accord. Voilà. Donc, quand vous créez votre zone, vous pouvez créer des enregistrements. Et ces enregistrements vont vous aider à faire les résolutions. Et voilà comment les résolutions fonctionnent. Bon, c'est-à-dire, vous avez 2 machines dans votre même réseau Azure, qui est un réseau privé, et vous voulez faire communiquer vos machines. Et les machines ont des noms, hostname et des adresses IP. Bon, on sait très bien que les machines ne communiquent par l'adresse IP. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La première machine qui demande à communiquer avec la machine 2 va envoyer ce qu'on appelle une requête vers le DNS de Azure. Rappelez-vous de ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est sur le DNS de Azure qu'on a créé notre zone où on a mis des enregistrements. Donc, elle va dire, je veux communiquer avec la machine qui a, par exemple, l'adresse IP, bon, ou bien le nom, par exemple. Je veux communiquer avec telle machine.
Et comme sur le DNS, on a un fichier où se trouvent les enregistrements, où, je vous ai dit tout à l'heure, un nom de machine correspond à une adresse IP. Oui. Voilà. Donc, le DNS va regarder dans ce fichier-là. Il va récupérer l'adresse IP qui correspond au nom de machine pour dire à la première machine, bon, la machine à laquelle tu veux communiquer là, pour pouvoir la joindre, voici l'adresse IP sur laquelle tu dois envoyer ta demande. Et la première machine va se servir de cette adresse IP maintenant pour contacter la deuxième machine qui a l'adresse IP 10004. C'est comme ça que se font les résolutions. Sinon, une machine aussi rapide que cela puisse nous paraître, mais la machine ne communique jamais directement avec même son voisin de moins d'1 mètre sans passer par un DNS. En tout cas, dans un environnement Microsoft, à moins que, il y a une exception, on ait édité et modifié le fichier ou bien les fichiers host sur ces machines. Est-ce que vous connaissez les fichiers host? ETC host. Daouda, il est parti. ETC host. C'est un fichier de configuration. Ça ressemble un peu au fichier des zones, mais ça est sur tous les PC. Donc, tu n'as jamais entendu ça. Si. Moi, Voilà. sur Linux, etc. Host. Non, là, Hosta. C'est la même chose. Sur Ah, ok. Linux, ETC, chez C'est ça. Microsoft, c'est ETC host. D'accord. Donc, tu vas modifier ce fichier et puis tu dis, par exemple, machine A, adresse IP 10004. Si tu as déjà ajouté ça chez toi, c'est que tu peux contacter cette machine-là directement. C'est comme ça que ça marche. C'est bon? D'accord. Ok. Sur ce, on aura un lab aussi où vous allez apprendre à créer un réseau virtuel comprenant des sous-réseaux, créer un réseau virtuel en utilisant un modèle, c'est-à-dire un modèle JSON. Le premier, c'est à travers le portail, le deuxième, c'est un modèle JSON. Créer, configurer la communication entre les groupes de sécurité des applications et les groupes de sécurité réseau. Donc, vous allez créer NSG et puis créer Application Gateway aussi. Créer des zones Azure DNS privées et publiques, comme je viens d'expliquer tout à l'heure. Voilà. Donc, est-ce que